Il a quel âge, Ridley Scott. Scott? Il a 77 ans. Ouais. Bah voilà. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine prend son ticket direction la planète rouge Mars, source infinie de fantasmes pour le cinéma et la télévision. Aujourd'hui à l'honneur du nouveau film de Ridley Scott, Seul sur Mars, avec Matt Damon paumé à quelques dizaines de millions de kilomètres de notre bonne vieille Terre. L'occasion au passage pour nous d'ouvrir le problématique dossier de la filmographie de Ridley Scott, un grand 8 émotionnel avec ses très hauts et ses très très bas. Et pour en parler, un trio de répliquants hurlant vengeance, Pia Jacquemart, salut Pia, Daniel Andreev, salut Daniel, Salut. et David Honora, salut David. Salut Thomas. Allez, c'est Nos Ciné, épisode 25 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Seul sur Mars, c'est un des cartons annoncés de cette fin d'année, adaptation du best-seller pas mal du tout d'Andy Weir, The Martian. C'est l'histoire de Mark Watney, c'est Matt Damon, astronaute américain embarqué dans une mission sur Mars, forcément qui part en cacahuète puisque ses camarades, dont Jessica Chastain, le croyant mort, le laissent sur place, sauf qu'évidemment il a survécu et il va tout mettre en œuvre pour retourner sur Terre, déployant toute son ingéniosité de botaniste pour faire pousser des tas de trucs en attendant qu'on vienne ou pas le chercher. I'm still alive. Surprise. Nos trois amis autour de la table ont vu Seul sur Mars, mais qu'en ont-ils pensé? Pia. Moi j'ai trouvé ça pas terrible. En fait, je n'aime pas trop Matt Damon, donc je suis allée le voir malgré Matt Damon en me disant que je pouvais toujours avoir une surprise sur toutes ces scènes où il était seul, etc. J'ai pas aimé quoi, il en fait des caisses, il joue à l'américaine. Matt Damon, c'est toujours un peu l'histoire de l'américain moyen plongé dans une situation exceptionnelle. Je Il pense est que c'est américain en pour ça. même temps. Voilà, mais il a ce côté un peu moyen, quoi, tu vois, peut-être attachant, des yeux de chiot. Je n'aime pas trop Matt Damon. Donc j'ai trouvé ça moyen. Je m'attendais à quelque chose de vraiment oppressant, un homme seul sur Mars qui cheat the science out of this, comme il dit. Et en fait, pas du tout, quoi. L'aspect un petit peu politique avec le méchant de la NASA qui veut pas trop communiquer, tout est un petit peu manichéen, tout est un petit peu grossier. Le casting est fait un petit peu n'importe comment. Et finalement, le personnage de Jessica Chastain, cette femme anciennement militaire, qui est la seule à ressentir vraiment des sentiments, c'est-à-dire qu'elle est un peu bouffée par le remords et en même temps qui est tiraillée entre le désir d'aller sauver son mec et la nécessité de ne pas mettre en danger les autres astronautes. Et finalement, la plus crédible de toute cette histoire, puis alors elle a une voix incroyable, hein. Même dans un rôle pas sexué, dans tous les plans comme ça, où elle fait, voilà, c'est votre commandant de bord qui vous parle. Elle est toujours magnifique. Incroyable, Jessica Chastain. Toujours. Daniel. En fait, The Martian nous pose un problème, c'est comment faire un film survival intéressant, alors qu'on sait très bien qu'à un moment du film, tout va se dégonfler au moment où le mec va faire un contact avec le sol terrestre. Et c'est ce qui arrive en fait. Le début est vraiment pas mal. On sent un peu l'oppression, il est seul, il essaye vraiment de se motiver lui-même. Enfin, il y a tout un passage où il est vraiment pas mal. Moi, contrairement à toi, j'adore Matt Damon, je trouve que c'est plutôt un bon acteur et c'est un mec qui se donne à fond, enfin ça se voit dans ses scènes. Mais et à partir du moment où il rentre en contact avec la Terre, ça devient vraiment nul. On commence à faire des signaux, on parle en code et ensuite au fur et à mesure on peut chatter, ensuite on a MSN, ICQ, on a tout ce qu'on a, Gtalk, enfin je veux dire ça rime à rien. Et la fin, ça se termine comme une grosse pitrerie à la Wall-E. Littéralement, il y a une scène pompée sur Wall-E. Et en fait, le problème, c'est que je crois que le bouquin était uniquement vu à la première personne. On ne voyait que l'espace, en fait. C'était écrit du point de vue de l'astronaute perdu. De l'astronaute. Moi, et Prométhée, c'était la promesse. Le bouquin est excellent, Terre, je le dis au passage. Oui, il est vraiment chouette. Bien. Et la Terre est un truc rajouté par Drew Goddard. Et pour sans doute humaniser le propos. Mais le problème, c'est que les scènes sur Terre sont vraiment d'une laideur assez infâme. Et c'est un gros problème avec Ridley Scott, parce que pour moi, ce qui fait vraiment la patte de Ridley Scott, et je suis encore, je crois, un fan de Ridley, c'est que j'adore la production value de ses films. Quoi qu'il arrive, même dans ses films les plus discutés, genre Prometheus, à chaque fois, tu sais que tu vas avoir des beaux décors, des beaux costumes. Le mec, il fait vraiment très attention à ça. Le mec a 78 ans, il
il fait quand même des chouettes films beaux à regarder, quoi. Au moins, tu sais que les décors ils vont être mortels. Les costumes de The Martian sont extraordinaires. Ça m'a rappelé les meilleurs épisodes de Capitaine Flamme. Enfin, vraiment, il donne une solution probable à ce que sera le futur astronaute dans. Ah ouais, les combinaisons sont incroyables. Elles sont Le design géniales. est fou. Et moi, rien que le fait de regarder ça, même si le film est un peu pourri par moment, moi, ça me procure vraiment du plaisir. David. Alors c'est marrant parce que moi je pensais arriver à être la personne qui allait avoir un peu l'avis négatif sur le film après ce qui vient d'être dit. Et tu n'es pas tout seul. je vais plutôt le défendre en Cool. fait. D'abord parce que Matt Damon est pour moi sans aucun doute un des meilleurs acteurs américains de sa génération. Dans un genre très particulier, effectivement qu'on peut ne pas aimer, c'est le Monsieur Tout le Monde. C'est un peu le nouveau Tom Hanks. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que seul au monde. Ce qui est pas qu'un rôle d'ailleurs, parce que s'il est un peu vraiment comme ça. Oui, voilà, c'est un la Monsieur vie, Tout le Monde. Et ce qui est marrant d'ailleurs, ce parallèle avec Tom Hanks, c'est que Seul sur Mars est finalement un mix entre deux rôles de Tom Hanks qui sont Apollo 13 et Seul au monde. Seul au monde, oui, bien sûr. Et effectivement, le problème, c'est quand on pense à ces deux références, sur les deux tableaux, le film de Ridley Scott, à mon avis, est moins bien. Et il est moins bien essentiellement, je pense, parce que c'est intéressant d'avoir un Monsieur Tout le Monde, mais dans une structure et dans une narration qui doit être moins lisse que le personnage. Et là, pour moi, le gros problème du film, c'est qu'il est extrêmement lisse. Il se passe à peu près ce à quoi on peut s'attendre si on laisse Matt Damon tout seul sur une planète déserte, c'est-à-dire absolument pas ce qui se passe dans le film de Christopher Nolan. C'est-à-dire qu'il s'en sort très bien, c'est un mec très sympa, bonne patte, qui va trouver comment se démerder et faire de la science l'héroïne du film. Ça, c'est quand même un aspect assez intéressant, assez ludique. De s'amuser avec la science, de voir finalement comment on peut survivre dans des conditions hyper particulières. Et le problème, c'est qu'autour de lui, on aimerait qu'il y ait pas forcément plus de rebondissement, mais en tout cas plus d'aspérité. Et un des problèmes, on en a juste un petit peu parlé, mais dans le casting, à mon avis, il y a un casting très alléchant, notamment l'équipe qui accompagne à l'origine Matt Damon dans sa mission, qui est super. Et en fait, cette équipe va être scénaristiquement escamotée pendant les trois quarts du film. Alors que justement on aurait aimé connaître les personnages, les développer, etc. pour s'attacher davantage à ce qui va se passer dans la résolution finale. Oui, surtout qu'il y a une scène qui est Pierre. vraiment sympa, la scène où tous les astronautes décident ou pas d'aller le chercher. Tu sens que tu as des bons acteurs, tu sens que tu as la possibilité de créer quelque chose. Je suis vraiment d'accord, quelque chose de sympa. Et en plus de ça, pendant toutes les scènes où à la NASA ils se demandent ce qu'ils vont faire, et toi tu es là, mais tu as déjà des gens dans l'espace envoilés. Il n'y a pas vraiment de surprise sur le scénario. On sait qu'à un moment ces petites patates elles vont crever et que ça posera pas vraiment de problème parce qu'on sait que c'est Matt Damon, alors il va revenir sur Terre. Ouais, et effectivement, David. cette scène où l'équipe hésite, entre guillemets, à revenir aller ou pas le chercher. à aller ou Ouais. pas le chercher. Bon, c'est un peu un spoiler, mais bon. Hein. C'est dans les bandes annonces. C'est dans les bandes annonces, ok. T'inquiète pas. Et très décevant parce que justement, on connaît pas les personnages, ils n'ont pas été développés, donc il y en a pas un qui va se dire oh non, je veux pas y aller. Il y a aucune résistance, aucune aspérité, et ça c'est assez dommage. Et l'autre aspect sur le casting, il y a deux exemples de typecasting, c'est-à-dire des acteurs qui sont pris pour rejouer des rôles qu'ils ont déjà joués. Il y a Jeff Daniels qui reprend son rôle de The Newsroom, du sort de patriarche, un peu réac sur les bords, mais qui est gentil au fond et qui essaye juste d'amener un peu de rationalité dans tout ça. Et il y a aussi l'actrice Mackenzie Davis qui joue dans Altered Catch Fire, une ingénieure blonde qui va être... alors elle a pas forcément le physique qu'on imagine pour ça, qui va être castée toute sa vie dans des rôles d'ingénieur. Devant un ordi, elle est rigolo. condamnée. Ouais. Donc voilà. Et l'autre gros problème du film, c'est que on a déjà tout vu. On pense donc, je parlais un peu d'Interstellar, on pense à Gravity, on pense à Mission to Mars, on pense à Apollo 13, on pense à Moon. Et eux avaient une vraie dramaturgie parce qu'on était dans la confrontation permanente. Ici, il n'y a pas de confrontation. On voit le sol de Mars. D'ailleurs, il y a vraiment des super scènes. Encore une fois, Ridley, il arrive à filmer l'Orient avec vraiment beaucoup de panache. Mais oui, tu avais totalement raison. La science est vraiment un des personnages
prédominant du film, à tel point que la science est une solution magique, c'est un plot device, c'est un device qui sert aussi à expliquer, il n'y a pas d'eau, il en fait, il n'y a pas de patates, il fait du caca et il plante des patates dans son caca, enfin vraiment, genre, hop, la science. Bel hommage à la science. Et du coup, C'est tellement bien résumé. du coup, il y a tellement peu de dramaturgie en fait dans le film, et à partir du moment où il rencontre la Terre, du coup, il y a plus de suspense. Le Ouais, film, et puis le le film est casting mort. un peu. Alors non, moi un je suis peu pas cliché, totalement d'accord. Alors c'est vrai que les acteurs sont castés pour être leur propre personnage. Qui est Jeff Daniels, c'est incroyable. Et je pense que Jeff Daniels va jouer le rôle du directeur du FBI, CIA, NASA pour toute sa vie. Mais il y a vraiment plein de super acteurs. Il y a Michael Peña qui est un peu le go-to guy en ce moment d'Hollywood. Il y a Kristen Wiig aussi. Il y a Christian Wiig, Donald Glover qu'on voit pas assez. Donald Glover qui vient en tant que scientifique et il fait ouais, j'ai trouvé la solution, pas de problème, j'ai fait les calculs. Ok, super, c'est ça la science, j'ai fait les calculs, tout va bien. Seul sur Mars, c'est en ce moment au cinéma, on l'a dit, et on continue. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie. Souvenir, c'est pas peu dire que Ridley Scott est un garçon dur à suivre avec une filmographie qui peut laisser perplexe. Un démarrage en fanfare avec 2 chefs-d'œuvre coup sur coup, Alien en 79 et Blade Runner en 82, puis au tournant des années 90-2000, un enchaînement de succès populaires mais une grosse perte de vitesse en termes de qualité avec les mémorables Gladiator, Kingdom of Heaven, Robin des Bois, American Gangster ou encore Prometheus. Il est loin le temps des glorieux Réplicants. Heureusement, ni les premiers films, ni leur BO, comme celle de Vangelis qu'on entend là derrière, n'ont pris une ride. On se console comme on peut. Cette filmographie que j'ai rapidement détaillée à l'instant, qu'est-ce qu'on en pense, David ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, je suis un peu partagé, c'est-à-dire que je pense que mes Ridley Scott préférés sont pas forcément les préférés de tout le monde. Ouais, c'est-à-dire, par exemple J'aime énormément Thelma et Louise qui pour moi est son meilleur film. Troisième meilleur film. J'aime pas trop. En fait, j'aime pas trop Alien, que je trouve visuellement. C'était toi. Pourtant, il se regarde encore très. En fait, moi, j'ai un problème avec les films qui sont trop sombres visuellement, parce qu'en fait, je vois rien. et donc dans Alien, en fait, je vois pas. T'es fan de Shyamalan, meilleur argument du monde. Et Shyamalan, c'est des films qui sont pas du tout sombres visuellement. Donc non, c'est du coup c'est un film que je trouve très terne en fait, visuellement. Donc tu préfères Thelma et Louise. Et je préfère Thelma et Louise, je préfère même Blade Runner qui est sombre visuellement, mais avec notamment par le côté néon de l'univers. Comment on dit plus lisible. Punk, non. Cyberpunk. Voilà. Et par exemple, dans ces films récents, j'aime beaucoup Gladiator. Souvent, je lisais des articles qui disaient à propos de Seul sur Mars que c'était son meilleur film depuis les années 80. Pour moi, Gladiator, c'est un très grand film. Après, j'ai fait quelques impasses dans la filmo récente de Ridley Scott. Je n'ai pas vu son film dans le vignoble français. Pourtant, un classique. Didier Bourdon à son meilleur. J'ai oublié le superbe téléfilm. Mais comment j'ai oublié une année extraordinaire. On sait même plus. Non mais tu vois, c'est un nom de série France 2 de l'été 90. C'est le Château des Oliviers filmé par Ridley Scott. C'est Gladiator avec ses grosses mains rugueuses et Marion Cotillard. Mais un érotisme trouble. Ouais, vraiment trouble quoi. Le truc comme du mauvais vin. avec Ridley Scott, en fait, il y a toute la théorie, c'est que Ridley Scott, en fait, on en parlait avec Lina Rabianik. En fait, il aurait réalisé que 3 grands films. 2 grands films, 2 grands classiques du cinéma et un très grand film. Donc, on va parler de Thelma Louise, Alien et Blade Runner. Et le reste, c'est qu'il. Sa vie cinématographique, il cachetonne. C'est ça la grande théorie. Moi, je suis beaucoup plus partagé sur Ridley Scott parce que ces films ça me provoque du plaisir, quoi. Enfin, j'adore encore regarder des Ridley Scott, et même Exodus qui est vraiment nullissime, qui est indéfendable, qui part du point de vue que Moïse s'est tapé la tête contre un caillou et que ça lui a donné la vision et que finalement quand la mer s'écarte, en fait, c'est juste la marée basse. Enfin, c'est d'une débilité. En plus, Moïse rentre dans une guérilla contre le pharaon. Enfin, c'est d'une connerie. C'est totalement abruti. C'est d'une connerie sans nom. Et pourtant, je trouve qu'il y a toujours
tout petit quelque chose, genre en termes de décor, en termes de parfois les choix d'acteurs, pas pour Exodus en tout cas, mais par exemple tu vois Prometheus, que beaucoup de gens crachent sur Prometheus, et à juste titre, moi je déteste le scénario, et puis d'ailleurs on l'a revu, c'est le mec de Tomorrowland. À chaque fois que je vois son nom au scénario à la fin, je fais c'est pour ça que j'ai pas aimé. Je sais que c'est je dis pas sais. du mal de Tomorrowland, Daniel. Non, je déteste Tomorrowland. Et en fait en fait à chaque fois, il y a toujours un petit quelque chose à récupérer. Prometheus, par exemple, c'est un film qui me plonge dans un état très bizarre parce qu'il m'impressionne, cette espèce d'esthétique stalinienne, des décors, les cavernes, enfin, qui n'a aucun sens. Et le problème de Ridley Scott pour moi, c'est qu'il fait trop confiance à des scénaristes pas souvent pas doués, quoi. Moi c'est Blade Runner parce que c'est vraiment un de mes films préférés ever. C'est fondateur pour le genre. Voilà, complètement. Ouais. Et on a tendance à considérer Blade Runner comme un film culte, et du coup il est souvent un peu pas réservé à une élite, mais on va dire qu'il a une image quand même un petit peu edgy, etc. Alors que je pense que pas du tout. Je pense qu'en fait Ridley Scott, ce qu'il fait, c'est vraiment du cinéma grand public, avec plus ou moins d'inspiration, etc. On n'aime pas forcément ces films récents, ou en tout cas certains. Après, on a vite fait de le condamner. Moi, j'aime pas. Mais ça, il delivers, quoi. Il fait le job. Et en plus de ça, c'est du blockbuster pas débile. Et je sais pas s'il fait confiance à des scénaristes. Lesquels, quand même. Faut pas oublier un truc, c'est qu'il est anglais, il est pas américain. Vraiment stupide. Voilà, c'est quand même pas complètement plouc, quoi. On aime ou on n'aime pas. Moi, Gladiator, j'ai pas absolument adoré. Puis je me rappellerai vraiment toujours, il y a des plans kitsch quand même, tu vois, toujours. Gladiator seul dans les champs de blé, t'es là, oh mais non, mais pourquoi, tu vois. C'est la beauté par-delà la mort, c'est tout le propos du film. Voilà, mais c'est pas débile, quoi. On aime ou on n'aime pas, ces histoires sont pas complètement débiles, ces films sont pas complètement débiles. Tu vois, à côté de ça, il y a vraiment des blockbusters qui n'ont rien à sauver, donc voilà. Non, mais du coup, est-ce que ça veut dire que c'est parce que tout le monde fait de la grosse grosse daube, lui fait de la daube un peu moins pourrie? Non, c'est pas de la daube, mais c'est du grand public, c'est un produit grand public, parfois pour peut-être payer ses impôts, parfois parce qu'il a des goûts de shot, j'en sais rien, mais oui, c'est quand même un bon réal, et il faut pas trop cracher non plus sur ce qui est vraiment populaire. Et c'est vrai que il y a une comparaison qui est souvent faite, c'est celle avec son frère, et comment leur style peuvent s'opposer. Comme disait Daniel, effectivement, je pense qu'une des marques de fabrique et une des forces de Ridley Scott, c'est le production design, et en fait être capable de mener des grosses embarcations, des projets très compliqués, avec des scènes avec énormément de figurants, des scènes dans des décors compliqués, dans des situations compliquées. Pour moi, ce n'est pas comme Tony Scott un génie du découpage et de la mise en scène pure, mais il va être capable de mener des projets beaucoup plus impressionnants et beaucoup plus costauds. Et effectivement, mine de rien, quand on voit tous les noms qu'on a cités au casting de Seul sur Mars, c'est quand même, ça veut dire que les gens ont envie de bosser avec lui, et que ça doit être c'est ce qu'on appelle un capitaine d'industrie. C'est un acteur-directeur, c'est un mec qui fait énormément confiance à ses acteurs et qui leur donne beaucoup de place pour exister. Enfin, on l'a vu même à Exodus avec Christian Bell. Tu sens que Christian Bell, il y a toujours tu sens que Christian Bell, il donne tout ce qu'il a, alors qu'il est dans un nanar le plus incroyable. Et là où tu as raison en termes de production design, c'est qu'il faut regarder. Je vous engage à regarder les bouquins qui sont autour des films de Ridley Scott. À chaque fois, t'es jamais déçu, parce que Ridley, il dessine lui-même, il peint, et il s'engage dans le storyboard, et tu vois vraiment la qualité du mec. Le mec, il a 78 balais, il continue à faire des trucs quand même très très beaux, même si ses films sont pas toujours défendables. Le mec, il fait quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est important pour toi, son âge, j'ai l'impression. La filmographie de Ridley Scott, on la retrouve en DVD, VOD sans trop de problèmes, en faisant le tri quand même, vous l'aurez compris. Allez, pour finir, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, une petite minute chacun pour convaincre. On essaye de rester dans le thème Ridley Scott et associés. Daniel, t'as un petit peu commencé à faire une reco avec les bouquins, mais tu peux continuer. Alors, moi, je vais faire une reco totalement différente. Ah, vas-y. Parce que Seul sur Mars m'a fait penser à tous les plans à chaque fois que je voyais les combis, surtout avec le cœur en plein milieu du plastron là. À chaque fois, je pensais au Capitaine Flamme, et donc je recommande le Capitaine Flamme, que je vous engage à redécouvrir, parce qu'on l'avait vu quand on était gamin. Et franchement, prenez-vous le DVD, vous allez le redécouvrir sous un nouvel œil. Évidemment, ça a vraiment vieilli, ça c'est indéniable, mais par contre, c'est une série qui est du techno-blabla scientifique génial, qui vous réexplique la traversée interdimensionnelle avec des termes incroyables. C'est vraiment une bonne série de SF qui est en même temps doublée
d'un petit côté polar. À chaque fois, il y a un whodunit c'est des arcs de 4 épisodes à chaque fois. Et moi, je me suis rematé il n'y a pas si longtemps. Et vraiment, il y a du super suspense à chaque fois. On se dit, putain, comment. Et je comprends exactement pourquoi je marchais à tous les coups quand j'étais petit. Pourquoi ça me dépassait. Ça me dépassait un peu comme Blade Runner peut dépasser les gens. Capitaine Flamme, c'est le. Comment tu retombes sur tes pieds. Capitaine Flamme, c'est le Blade Runner pour les kids. Magnifique. Oh là là. Pia. Mais je trouve ça super intelligent d'avoir proposé Capitaine Flamme, parce qu'en plus, moi, mon moment préféré du film, quand même, je reviens comme sur le film rapidement, c'est au moment Très rapidement, alors. Oui, c'est au moment où il dit qu'il est un pirate de l'espace, on est d'accord. Ouais, c'est vraiment le moment le plus sympa. Qu'est-ce que je recommande ? Du coup, je vais recommander Blade Runner, parce que c'est l'esthétique D'accord. cyberpunk que j'adore, parce que c'est Daryl Hannah, belle et flippante à la fois, dans le rôle de la fille qui fait un peu de la GRS mortelle. Voilà, parce que j'aime vraiment Blade Runner, et parce que je pense qu'il la tue pas à la fin, je pense qu'il l'aime. Il y a plusieurs versions. Oui, mais moi, je m'arrête à ma version. David. Moi, comme on parle de Mars, je vais recommander Mission to Mars, qui à la sortie, le film de Brian De Palma avait pas eu de une très bonne réception, ni critique ni public, qui a été un peu un tournant dans la carrière de Brian De Palma, puisque c'est son dernier vrai film hollywoodien, mais qui est un film pour moi très sous-estimé, même si la fin est un petit peu décevante et problématique. Et il y a une scène dans Mission to Mars qui est pour moi une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma dans l'espace. C'est la scène du filin, dont on trouve une scène cousine dans Gravity et dans Seul sur Mars. À un moment, quelqu'un se retrouve un peu en apesanteur, perdu dans l'espace, et avec un filin, on va essayer de le rattraper. C'est pas terrible, c'est lisse dans Seul sur Mars, c'est correct, bof dans Gravity. Oh, comment tu peux dire c'est à pleurer toutes les larmes de mon corps dans Mission to Mars. Revoyez ce film, c'est merveilleux. Notre temps est écoulé, merci à tous les trois, merci à Jules à la technique autant qu'au public pour l'accueil. Prochain Nos Ciné, dans une semaine on parlera de The Walk, Rêver plus haut, le tout nouveau film du fringant Robert Zemeckis. D'ici là vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter, on s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Crimson Peak, sur Sicario, sur The Visit, sur NWA, sur Mad Max. Et d'ailleurs, prenez vos places sur nosciné.com pour le marathon Mad Max qu'on organise le 31 octobre. Il n'y en aura pas pour tout le monde, alors maniez-vous. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Salut, c'est Jean Z, No Game, le podcast jeux vidéo. C'est à retrouver tous les mercredis sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter, le podcast jeux vidéo. À mercredi.